Bonjour Axel. Salut Bertrand. Aujourd'hui, donc c'est un nouvel épisode de Data Watch. Data Watch podcast, c'est un podcast dans lequel on va faire de la veille technique, peut-être un peu plus que technique, mais de la veille autour de sujets de data engineering et tout ce qui peut s'y rapprocher. Et donc aujourd'hui, on va aborder 3 articles différents. On va commencer par le premier. Est-ce que tu veux l'aborder ou pas, ou tu veux Sur que... Cloud Run? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ok. Donc Cloud Run, je sais pas si toi tu l'as déjà utilisé. Non. Mais c'est, on va dire, une solution pas concurrente, mais qui a le même objectif que les images Docker. Ouais. Donc Ok. on peut lancer containeriser des traitements. Mhm. Sauf que là, c'est serverless 100%. Ok. Et le gros avantage c'est le scale to zero. Mhm. Donc, ça, c'est hyper pratique. Bah, scale to zero, ça veut dire que tu peux vraiment couper tout Ouais. pour éviter d'avoir des coûts. Vraiment jusqu'à zéro. Ouais. Sans aucun coût fixe, quoi. Ouais. Pour éviter d'avoir des coûts Ouais. fantômes, quoi. Et par contre, tu peux scaler à l'infini. C'est hyper élastique à l'utilisation, autant pour le billing que pour la puissance de calcul. Et tu sais si derrière c'est du Kubernetes ou un truc comme ça pour gérer le déploiement serverless ou tu sais pas? Under the Je sais pas. hood. Ouais. Non. On peut. C'est vrai que j'aurais dû regarder. Je sais pas exactement ce qu'il y a derrière Cloud Run. Ok. Et là, donc, il lance l'offre sur les GPU, donc les Graphical Processor Unit, il me semble. C'est ça. D'NVIDIA. Ouais, apparemment. C'est les L4, NVIDIA L4, donc c'est un modèle de GPU particulier. Ah, j'ai vu que c'était des beaux GPU, c'est parce que ça coûte plusieurs milliers d'euros. J'ai regardé vite fait là. Ouais. Et donc c'est optimisé forcément pour l'IA, donc l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a d'autres gros avantages pour ce produit de Google, c'est que c'est un pay per second au niveau du billing. Donc comme on disait, c'est hyper élastique en termes de puissance, mais aussi en termes de coût. Et c'est hyper rapide à l'allumage. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'un pod Kubernetes, par exemple, ça met peut-être une petite minute à popper. Ok. Là, on parle de 5 secondes. Ouais, c'est fort, quoi. Ouais, c'est ça. Dans le sens, c'est fort. Et ça veut dire que en gros, le use case, ça pourrait être, il y a un service IA qui s'allume. Enfin, un service IA, par exemple, un utilisateur qui ouvre un service IA, et ça va directement lancer la commande d'allumage du Cloud Run pour accepter en fait, par exemple, des flux audio ou des trucs comme ça. Pour servir le besoin en temps quasi réel, en fait. Ouais. Le temps de 5 secondes, il te permet de faire beaucoup plus de services qu'une minute. Ouais, bah, c'est clair. Ouais. Bah, je sais pas si tu as déjà testé, mais par exemple, quand on lance le mode vocal de OpenAI avec ChatGPT, ça met peut-être quelques secondes à se lancer. Ouais. Tu sais, bah, j'imagine que ça correspond un peu à ça. Ouais, Faudrait voir l'infra qu'il y a derrière. Ouais. Ils doivent sûrement avoir l'équivalent autre part. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est le streaming. Parce que ça supporte totalement et nativement le HTTP, le WebSocket. Ouais. Donc, comme on le disait, ça peut répondre à des besoins type LLM en temps réel pour répondre à divers besoins interactifs avec les clients. Franchement, le produit, il est quand même très fort. En plus, j'ai des remontées comme quoi c'est pas très cher. Ok. Ah, j'ai pas regardé les... Ouais, comme par exemple BigQuery, qui est serverless, hyper fluide, pas très cher aussi. On peut vraiment avoir des data products de qualité aujourd'hui avec des produits hyper optimisés et pas très chers. Ouais. Donc bien joué à eux. Et il disait aussi que c'est initialement c'est disponible que dans certaines régions. Il y a l'Iowa, donc t'as aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas. Puis après c'est plutôt donc Singapour, plutôt Asie. Mumbai, je sais plus où c'est. Mumbai, c'est en Inde. C'est en Inde, donc en Asie aussi. Donc ouais, t'as l'Inde, Singapour.
Et ouais, Europe, USA, quoi. On avait aussi lu un article sur Rust, Oui. orienté plutôt data engineering. Là, le titre de l'article, en gros, c'est que Rust est en train de manger Python et Java Ouais. dans l'ingénierie des données, donc Les dans data engineering. deux langages qu'on retrouvait le plus souvent Ouais, clairement. sur les stacks. C'est ça. Et en fait, dans l'article, ils mettent surtout en avant la performance de Rust. Ils citent aussi une entreprise qui s'appelle Singular, qui est dans le marketing intelligence platform, donc dans l'optimisation du marketing, je dirais. Et apparemment, ils ont utilisé Rust et ça leur a permis de gagner en performance avec un multiple de 17. Et en termes de coûts, apparemment, ils ont baissé de 70% leurs coûts en utilisant Rust, ce qui est énorme. Finalement, 70% de coûts en moins. Ouais, après, ce qui peut être trompeur, c'est s'il y a un petit budget. Ah oui. Tu vois, si tu pars sur des petits chiffres, forcément, tu peux jouer sur les multiples. Après, je me dis marketing intelligence platform, j'imagine qu'il y a pas mal de données quand même. Ouais, je sais pas ce que ça donne Singular en termes de chiffre d'affaires. Je sais pas regarder. Mais en tout cas, les résultats sont quand même là, même s'il n'y a pas un budget de milliards. Après, il faut voir ce qui a été fait derrière. Ouais, bien sûr. Quelles sont les victoires faciles qu'ils ont eues. Ouais, après, ça demande quand même des compétences. Tu vas y revenir après, je pense, mais le langage Rust, j'ai essayé, j'ai dit, ouais, il est cool ce langage. Mais après, dès que tu tentes de faire des choses un peu plus complexes, tout de suite, tu te manges un mur un peu avec ce langage. C'est moins accessible que le Go, par exemple, de Google, qui je trouve où t'as pas cette sensation de difficulté dès que tu veux faire des choses un peu plus élaborées. Mais ouais, je te laisse continuer sur les avantages de Rust. Bah, clairement, les avantages, un peu comme le gain de performance et de coût que citait Singular, c'est vraiment le fait que ce soit aussi performant que le C. En général, c'est comme ça qu'on présente aussi Rust. Ouais, un langage bas niveau. Ouais, exactement. Que ça apporte une sécurité en termes de mémoire. Avec le langage C, il peut y avoir des fuites de mémoire, il peut y avoir des problèmes de sécurité au niveau de la mémoire. Apparemment, Rust bloque tout ça. Avec son fameux compiler qui est très, très strict. Mais par contre, Rust, un peu comme C, il faut que tu gères la mémoire. Il n'y a pas de garbage collector. Donc ça, c'est le truc un peu plus difficile à appréhender. Je me souviens quand j'étais... Le C, j'en ai fait qu'en cours. J'en ai pas fait à l'extérieur. Et effectivement, j'avais géré à chaque fois la mémoire. Il y avait des fuites de mémoire. C'était assez embêtant. Et du coup, quand on est passé au Python, c'est super simple. En fait. T'as pas à gérer ça. Donc j'imagine pour moi, ça serait une grosse difficulté. Si je passais sur Rust, sans parler du langage en lui-même, de la syntaxe, etc. Déjà, le fait de devoir gérer la mémoire. Responsabilité en plus dans ton dev. C'est ça. Mais le fait d'avoir la main là-dessus, ça permet aussi de mieux gérer la mémoire. Et donc, là, il citait justement que la consommation de mémoire de Rust, ça peut être divisé par 20, comparé à Python. Ouais, c'est sûr. Clairement. Puis t'as pas l'étape de just in time pour transpiler ton code. C'est du code natif que tu exécutes directement, donc forcément. Ouais, clairement. Même si Python fait quelques efforts là sur les dernières versions, mais c'est encore en expérimental. Ouais, ça m'a l'air encore un peu timide. Hein. On parle pas de révolution. Non, pas encore. Pour l'instant. Clairement pas. Mais par contre, peut-être que c'est un peu comme tu en parles. Si jamais tu veux faire des choses plus élaborées avec Rust, des fois tu peux te bloquer. Tu peux être confronté à une certaine difficulté. Ouais. Peut-être que c'est dû au fait que l'écosystème il est encore jeune. Le fait qu'il y ait des personnes qui vont développer certains frameworks va peut-être aussi faciliter pas mal de choses où il y aura toute la complexité qui sera déportée. Oui, il va y avoir des couches d'abstraction. Mais là, aujourd'hui, où on va trouver Rust, ça va être dans les outils packagés qu'on peut call depuis un script Python. On avait déjà parlé de Polars, voilà, qui est le gros concurrent, la grosse alternative à Panda. Tout est fait en Rust derrière. Et toi, en fait, t'as pas à manipuler de Rust. Tu fais ton script Python qui appelle des binaires Rust. Et la vie est belle, en fait. T'as comme on dit, le beurre et l'argent du beurre avec ça. Peut-être que le futur, ça serait tout simplement ça, de mixer les deux. Ouais, je pense qu'il va y avoir des grosses têtes bien remplies qui vont faire des beaux outils en Rust qu'on va pouvoir appeler depuis nos scripts Python.
Mais je crois qu'il y a déjà, je sais plus si on en a déjà parlé ou j'en avais déjà parlé peut-être sur mon blog. Je crois que j'ai parlé de l'outil Data Fusion. Ouais, Je ça me crois dit que c'est quelque ça. chose. Ouais, et je crois que c'est un outil de big data, si je me souviens bien, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est un outil de big data, mais écrit en Rust. C'est un peu l'alternative à Spark, mais écrit en Rust. D'accord. Mais beaucoup moins développé que Spark. Ok. Donc ouais, à voir au niveau de Rust, effectivement, si tu peux utiliser des frameworks Rust au sein d'applications Python, parfait. Parce que pour nous, finalement, ça sera transparent. Faut juste apprendre un Oui, framework, c'est clairement, à voir pour la suite. Et le dernier article, non des moindres, c'est BigQuery. Ouais, on a eu pas mal de difficultés à bien comprendre tout ça. Je pense même que là, on va en parler, on va peut-être apprendre même en parlant, et peut-être qu'on dira des On se bêtises. doit être transparent quand même, on maîtrise pas tout. Non, clairement. Il nous a un peu mis en sueur, celui-là. Mais de ce que j'ai compris, c'est BigQuery va améliorer sa gestion des données. Comment est-ce qu'il va gérer ses requêtes, ses jointures, comment il gère les données en fait dans BigQuery. Et apparemment derrière, c'est une vectorisation qui est faite, donc ça veut dire transformer ces données en vecteurs, en suite de nombres. On peut vraiment simplifier au maximum. Et de ce que j'ai compris, je sais pas si on peut dire que c'est une nouvelle version. Il parle de vectorisation avancée, enhanced vectorization. En gros, ça va permettre d'attaquer directement des données qui sont compressées. Par exemple, là, c'est un des usages. On n'aura plus besoin de décompresser les données. Je sais plus c'est quoi, c'est capacité. Non, je dis peut-être. Capacitor. C'est Capacitor, c'est c'est le format de fichier colonne, je crois, de BigQuery. C'est Capacitor, mais c'est Colossus qui distribue. Ouais, mais en gros, ça permet de. Non, c'est le moteur de stockage. Okay. Capacitor. Et donc, ce que j'ai compris avec de stockage. Les données vectorisées, Google à un moment il les compresse et ça permet de ne pas les décompresser pour pouvoir les joindre ou les manipuler. Ouais. Dans le moteur, c'est Dremel ou bon, bref, on va pas citer tout parce que je maîtrise pas tout, mais, ça permet d'attaquer les données compressées. Le moteur de compute, c'est toi. Et ouais, ça permet de garder les données compressées. Donc ça veut dire que tu as moins de données qui est gérées en mémoire et potentiellement ça peut aller plus rapide aussi. Ça évite d'avoir une phase de compression, décompression. Ouais. Il y a ça comme possibilité. Apparemment, ça optimise aussi en lui-même les jointures et les petits calculs, les calculs, parce qu'apparemment, grâce à ça, ça permet de faire des calculs en une fois. Donc, c'est les calculs de matrice, etc. Ça permet de faire plusieurs calculs en une fois. Pareil, au niveau des jointures, ça permet de faire des rapprochements de données en moins de fois ou de mieux distribuer toutes ces jointures ou tous ces... Ouais, ils utilisent plusieurs threads. Ouais. Ouais. Ce qui accélère l'exécution. Ouais. Après, il y a aussi je sais pas si t'en as... si t'as mentionné les filtres. Non, pas encore. Ouais, en fait, ils utilisent le moteur vectorisé pour la gestion des filtres dans les calculs. Après, c'est là où on voit qu'on a beau utiliser BigQuery tous les jours. Derrière, on connaît pas tout. Hein. Ah, clairement. Parce que Capacitor, Dremel, Jupyter, comment fonctionne le réseau. Alors qu'il y a de la doc. En vrai, ils sont assez transparents sur. J'aime bien la documentation de Google et de BigQuery parce que je l'utilise particulièrement. Ouais. Donc clairement, ça donne envie d'en connaître plus. En plus, les bases vectorisées, ça sert beaucoup pour les LLM, le language processing, etc. pour tous les besoins croissants d'IA. Ouais, là c'est plus le type de données vecteurs. Ouais. Là pour ces cas-là. Avec X dimensions, etc. D'ailleurs, c'est assez imagé. Hein, faut aller voir l'article. Ouais. Donc, il parle des encodings, comment c'est fait, comment c'est traité. Ouais, il donne un exemple le stockage logique, donc c'est les données qu'on voit, comment ils mettent un dictionnaire là-dessus pour après encoder le dictionnaire et pour après faire justement la vectorisation. Ouais. En fait, ils optimisent à mort la gestion du parallélisme, de l'encodage, des filtres. Ils minimisent les I/O, les input-output. Je dirais il faudrait qu'on dans une formation data, tu vois, ce genre
d'articles, Mhm. de savoir, ce soit maîtrisé sur le bout des doigts, Ouais. tu vois. Et c'est là où, tu vois, moi, je me suis dit, je pourrais pas être prof, tu vois. Mhm. Parce qu'on, là, on me colle en 2 minutes, hein. Parce que nous, en fait, on est assez à, à l'utilisation, Oui, nous, on est utilisateur de BigQuery. utilisateur de Ouais. BigQuery. Ouais. Mais en fait, derrière, je pense on devrait creuser tout cet aspect plus dur, quoi, dans Mhm. les sciences dures, des gestions de bases de données, des calculs du stockage. Et ça m'a donné envie, tu vois, toi qui fais pas mal de BigQuery là en ce moment. Ouais. Bon, après, je peux pas tout voir non plus, mais connaître les grands principes, ou en tout cas revenir. Mhm. Parce que j'avais quand même pas mal taffé pour la certification Google. Ouais. Mais en fait, on oublie vite, quoi. Ah Et ouais, je suis sûr que avoir maîtrisé ça, Mhm. forcément, t'améliores aussi quelque part tes connaissances et ton utilisation de BigQuery. J'en suis sûr aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Des trucs auxquels on penserait pas, en fait, Mhm. juste en étant utilisateur à tourner le volant, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et à la fin de l'article, il parle que le déploiement de ce mode de gestion va être progressif et que ça va apparemment être activé par défaut dans quelques mois. Et que ça Ouais, supporte aussi Parquet et Iceberg. Donc ouais. j'imagine au niveau des external tables. Ouais, pour le Lakehouse, Ouais. l'architecture Lakehouse. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, là, ça évolue à une vitesse assez incroyable. Ouais. Hyper intéressant l'article. À relire encore, je pense. Ouais, je l'ai vraiment enregistré celui-là, je l'ai mis de Mhm. côté. Tu nous feras une vidéo spéciale. Bien, merci Axel. Merci à toi. Donc pour ceux qui veulent nous retrouver, donc on est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Si vous souhaitez approfondir certains sujets ou par exemple sur le dernier article, si vous avez des questions ou des suggestions ou si jamais vous avez mieux compris que ce qu'on a pu expliquer, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. Plaisir. Effectivement. Et donc on se retrouve d'ici quelques semaines. Salut, à Salut! bientôt.